Donc, on va commencer aujourd'hui en regardant un document de Docker Compose qu'on avait vu dans la première partie du cours. Puis, on se dit qu'on veut convertir ce Docker Compose-là pour être capable de l'utiliser avec Kubernetes. Fait que le principe ici, c'est on a une application de WordPress. Là. Okay, donc, WordPress, c'est l'application de blog la plus déployée sur le web qui a besoin d'une image de WordPress et qui a aussi besoin d'une base de données qui va être utilisée pour travailler avec. Donc, l'application de WordPress va devoir se connecter à la base de données. Ici, on utilise le nom du container pour être capable de se connecter, mais du côté de Kubernetes, on ne pourra pas directement faire ça. Donc, nous, on veut créer les différentes recettes en YAML pour être capable de faire la même chose que ça, c'est capable de faire avec Docker Compose. Fait que premièrement, on va aller regarder la hiérarchie de qu'est-ce qu'on veut créer. Okay, donc ici, on a un gentil élément. Puis, la première chose qu'il faut se souvenir, c'est que nous autres, on est à l'intérieur d'un node. OK? Donc, dans la hiérarchie de Kubernetes, on a des nodes. Puis, à l'intérieur du node, qu'est-ce qu'on a? Si je vous le demande, là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'un node? Des pods. Des pods, exactement. Donc, le principe ici, c'est qu'on a deux éléments à construire. Donc, à l'intérieur de notre node, on va avoir deux pods. En fait, on va écrire juste pod. Puis, à l'intérieur de chacun, il va y avoir un qui va avoir... non, on va faire un meilleur cercle là, pour être beau. On va en avoir un qui va être un container de Maria. C'est MySQL, puis j'ai marqué MariaDB, pareil. Container MySQL. Puis l'autre va aussi avoir un autre container qui va être pour WordPress. OK? Donc, le principe, c'est que à l'intérieur du node, nous autres, on va déclarer ce qu'on appelle des déploiements. Qui va contenir un pod à l'intérieur. Dans le pod, il va y avoir un container, il y a un qui va être MySQL, l'autre va être WordPress. Puis là, il faut faire attention parce qu'il va falloir être capable de communiquer avec les informations de lui, qui est capable de travailler avec lui. Donc, il va falloir être capable de faire une connexion entre WordPress et MySQL. Fait ici, le principe, c'est qu'on va avoir on va se faire une autre boîte. Une autre boîte qui va être un service, OK, pour que WordPress soit capable de parler à lui. Puis on va avoir un deuxième service qui va être capable de puncher à l'extérieur du node. Donc le principe ici, c'est que ce que nous, il faut créer, ça va être deux déploiements, puis deux services. Puis à partir de là, les deux pods vont être capables de rouler. Le WordPress va être capable de communiquer avec le premier service de MySQL.
Puis après ça, nous, en tant qu'utilisateurs, on va être capable de communiquer avec WordPress à travers un service qui va nous fournir des informations à l'extérieur. Mais ici, le service de MySQL, ça va être juste à l'intérieur de notre node. On ne pourra pas sortir de cet élément-là. Est-ce que de ce côté-là, oui, ça aide? Oui, j'ai une question. Est-ce que pour que les deux pods puissent se parler, il faut que les deux aient un service? Non. Le principe, c'est que à l'intérieur du même node, okay, les différents pods peuvent communiquer de manière comme sans rien faire. Mais la problématique, c'est de savoir comment est-ce que je peux communiquer avec celui-là si, admettons, je ne sais pas, son adresse IP qui est générée quand je crée le pod. Fait que le principe, c'est d'utiliser un service dans ce cas-ci. Ça va seulement être pour y donner un nom dans un DNS interne, pour qu'il soit facilement accessible à partir de lui. Donc, par défaut, il n'y a pas de restriction de communication à l'intérieur du même node entre les différents pods. Mais pour se faciliter la vie, puis pour être capable de communiquer avec lui avec une adresse de hostname plutôt qu'une adresse IP, on va lui fournir un service qui va lui donner un nom. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Excellent. Il y avait aussi Adam qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'était ça aussi ta question. Je vais assumer que oui, si tu ne parles pas. Excellent. Oui, all good. Excellent. Parfait. Donc, ça, c'est ce qu'on veut faire. On a 4 affaires à créer, puis on veut se baser sur notre Docker Compose pour être capable de le faire, puis être capable de construire des déploiements, puis d'être capable de construire des services avec ça. Fait que, il faut construire comme 2 paires de fichiers. Un pour le DB, donc avec le pod et le service, et un pour WordPress avec le pod et le service. Fait que on va commencer avec le plus grand requis des deux, donc celui de DB. Donc celui de DB, il faut qu'il existe comme avant l'autre, parce que sinon il ne marchera pas. Fait que on va s'en faire un ici. Fait que on va l'appeler Cube MySQL Deploy. Excellent. Donc, à l'intérieur de celui-là, on va vouloir décrire qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette partie-là ici. Pour l'instant, on va faire fi des volumes, là, parce que c'est quelque chose qu'on va voir tantôt. Ça veut dire que quand le pod va être créé, si pour quelconque raison il crash, ou pour quelconque raison il s'update, ça va juste tout perdre les données dans la base de données, qui n'est pas la meilleure chose pour l'instant, mais on n'a pas assez de connaissances pour créer des volumes tout de suite. Juste un instant, il y a quelqu'un qui cogne à ma porte. Donc, pardonnez l'arrêt soudain. On a notre but, on veut créer un script de déploiement. Donc, pour être capable de faire ça, il faut aller voir dans notre ami la documentation pour être capable de voir comment ça marche, les déploiements. Donc, attends, on va se rouvrir ça pour tomber dans la bonne place. On va voir ici. Moi, je veux... Je veux la référence, s'il vous plaît. Merci. Excellent. Donc, on veut être capable de lire la référence, puis de savoir comment travailler avec ces éléments-là. OK? Donc, si on regarde comment faire un déploiement simple. OK? Donc, ici, attends, on va rechercher ça. Je veux retrouver quelque chose qui parle de ça. C'est ici. Donc,
on a les déploiements, hein, qui sont capables de créer des pods avec des replica sets. Nous autres, en ce moment, on va juste en utiliser un. Là. Donc, le replica set, c'est dire qu'on en a plusieurs qui créent la même chose. Pour l'instant, on va juste en dire un. Encore une fois, les déploiements, c'est pour indiquer un état désiré. Hein. Donc, après ça, le contrôleur de Kubernetes va faire tout ce qu'on a besoin. Donc, on a un exemple ici de à quoi ça peut ressembler. Donc, ça ici, c'est le fichier YAML. Puis, pour savoir c'est quoi qu'on a besoin d'écrire, puis c'est quoi qu'on écrit dans chacune des affaires, c'est là qu'on va aller regarder la référence. Okay? Donc, la référence pour un déploiement, hein, donc dans les différents workloads, on a le déploiement. Je peux voir qu'est-ce qu'il faut que j'écrive pour être capable de faire ça. Donc, je peux partir de cette même affaire-là, puis voir qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire, qu'est-ce que j'ai pas besoin d'écrire, c'est quoi les requis. Donc, ici, je veux vraiment passer avec vous, voir c'est quoi le minimum requis de chacun pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a besoin, ultimement. Fait qu'on commence, puis on va avoir, on va le mettre plus petit. Tu vas me faire ça à chaque fois. Bon, merci. Je veux le déploiement. Déploiement. Donc, ça c'est au début de tous nos différents documents de déploiement. Puis on peut voir ici la version, ça va être kind. Donc si on regarde ici, le kind, ça va être déploiement. Donc ça dit, hey, ça c'est un fichier de déploiement, c'est pas un fichier de service, c'est pas un fichier de volume, c'est pas un fichier de rien d'autre. Puis après ça, on peut aller voir qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire. Fait qu'on peut voir ici la API version, on va voir le kind. Puis on a le metadata, puis la spec. Fait que la metadata, si on va voir, on peut cliquer là-dessus, puis là, ça va nous dire qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce champ-là. Fait que si on ouvre les metadatas, on peut voir que dans celui-là, on a un paquet de choses qui sont possibles à l'intérieur. OK, UID, self-link, resource version, namespace, name, labels, generation, et ainsi de suite. Fait que là, on peut aller voir dans notre exemple. Puis on peut voir ici, bon, on a le metadata, OK, c'est bien. Puis on peut voir ici qu'on a au moins le name, puis des labels. Hein? Fait que le name, ça serait important pour être capable de savoir c'est quoi le nom du déploiement, hein? Donc le nom que je vais avoir quand je vais faire get deployment. Fait que il nous faut au moins le nom. Donc quand c'est des données qui sont à l'intérieur dans le YAML, on a comme une indentation additionnelle. Donc on sait qu'on est dans les metadata. J'ai le champ nom, puis là, j'y donne un nom que je veux. Fait que mettons MySQL DB. Ensuite, j'ai un sous-champ qui est labels. Puis à l'intérieur, je peux avoir différents labels. Fait que ici, on a un label de app, puis le app s'appelle NGX, Nginx. Hein? Donc ici, le principe des labels, ça va être quand on a besoin de faire référence à ce déploiement-là, je vais pouvoir utiliser les labels pour réussir à comme sélectionner celui-là. Fait que ça va être utile pour nous quand on va vouloir faire un lien avec le service. Hein, pour dire, c'est l'élément du service qui est celui-là, je vais pouvoir ajouter ce label-là. Oui, Frédéric? Fait que si je comprends bien, les metadatas, c'est un peu comme les services dans Docker. Les metadatas, c'est les informations comme connexes. OK? Donc, tu sais, quand on regarde, admettons, dans Docker, le nom du service, mais admettons que j'avais un nom à l'image. OK? Ça serait aussi des genres de choses qui seraient dans le metadata. Donc, tout ce qu'il y a comme, pas un rapport direct, mais que c'est de l'information connexe. Hein, c'est ça le principe de méta. Hein? C'est comme un niveau au-dessus qui n'est pas directement relié après, mais qui est relié quand, qui a rapport quand même avec ça. Là. Fait que c'est ça le principe général de metadata. Mettons, quand on parle des métadatas d'une photo, hein, les données de la photo, c'est qu'est-ce qu'il y a la photo elle-même. Ben, les métadonnées, ça va être de l'information qui va dire où c'est que la photo a été prise, par quelle caméra, c'est quoi le positionnement GPS. Donc ça serait les métadonnées. Données connexes,
mais qui ne fait pas partie de comme l'ensemble vital. Fait que les labels vont être utilisés un peu partout. Fait que nous autres, on va s'en donner un aussi. Et donc, la convention nous demande d'appeler ça app, mais j'aurais pu l'appeler banane. Là. Ici, c'est pas un problème. Puis ici, on va lui donner des noms différents pour bien voir c'est quoi les liens entre les différents noms des différents éléments. Fait que là, j'ai une métadonnée qui est le nom MySQL-DB. Puis j'en ai un qui s'appelle MySQL-Deploy pour dire « Hey, ça c'est mon déploiement, c'est lui qui va travailler avec. » Fait que on a nos métadonnées. Ensuite, il faut la spécification du déploiement. Donc la spécification du déploiement, c'est là qu'on va commencer à dire qu'est-ce que on veut avoir à l'intérieur. Donc on y va à l'intérieur. Puis là, on peut voir qu'encore une fois, on dit un paquet de choses, min, ready, second, pause, progression, replicas, selector, stratégie, template. Les deux qui sont requis, c'est le selector puis le template. Fait que le selector, ça me permet de dire dans ce déploiement-là, hein, parce que le principe du déploiement, c'est de décrire quelque chose que je veux qu'il soit, ça va être quoi les différents pods qui va pouvoir satisfaire ce déploiement-là. Donc si on revient ici, là, le principe, c'est que quand on crée le déploiement, le pod, il n'est pas nécessairement créé dans le déploiement initialement. Le principe, c'est que le pod, on va lui donner un nom, là, okay, puis on va l'appeler MySQL pod. Puis le déploiement va voir, ah, il y a ce nom-là, donc il fait partie de ce déploiement-là. Donc maintenant, mon déploiement, il est complété, puis j'ai terminé. Donc le principe ici du sélecteur, c'est pour dire, dis-moi ceux qui peuvent répondre à mes besoins. Donc nous autres, bon, on est dans la spec. On a notre selector. Ici. Qu'est-ce qu'on écrit dans le selector? Ben non, encore une fois, on peut aller voir dans l'élément. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? On a un match expression ou match labels. Ah ben ça tombe bien, les labels, c'est facile à travailler avec. On peut en mettre un petit peu partout. Fait que nous autres, on va y dire un match labels, puis ça a besoin d'un objet. Fait que nous autres, on y dit c'est à l'intérieur de selector. Fait que on a notre match labels. Puis à l'intérieur, j'ai dit je veux quelque chose qui a le label app. Puis je veux que ce soit un pod de MySQL. En ce moment, j'ai pas rien qui s'appelle de même. Ça va être à moi d'en créer. Fait que j'ai terminé mon sélecteur. Parfait. On revient en arrière. J'ai maintenant le template qui va décrire les différents pods qu'il peut avoir dans ce déploiement-là. Nous autres, on en a juste un, fait que ça va être assez straightforward. Fait qu'on peut voir, bon, j'ai le template. Puis dans le template, qu'est-ce que j'ai? J'ai metadata et j'ai spec. Ben, ça veut dire que donc dans le template, j'ai metadata. Il va falloir que j'écrive des choses là-dedans, mais je ne sais pas encore c'est quoi. Puis je vais avoir spec qui, il faut que j'écrive des choses là-dedans, je ne sais pas encore c'est quoi. Fait que parfait, je veux savoir qu'est-ce que j'écris dans metadata. J'ai besoin de regarder. C'est les mêmes choses que la dernière fois. Hein? La même chose qu'il y avait dans le metadata ici, je peux le mettre ici. Fait que je vais y donner juste un label ici. Là, je m'en fous un peu du nom du template. Puis c'est ici qu'on va dire, ben, les pods qu'on est en train de construire, c'est ceux-ci qui vont répondre à notre déploiement. Ici, c'est comme construire tout à l'intérieur, mais tu sais, si on exploserait ça, là, on pourrait avoir différents pods qui viennent de d'autres affaires qui pourraient répondre à d'autres déploiements en même temps que plusieurs éléments. Là, fait que c'est pour ça que là, en ce moment, comme il y a un peu de redondance. Puis après ça, on a la spécification du pod. Hein? Puis on se souvient, le pod, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on pensait comme étant un container. C'est là qu'on va commencer à parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ok, de nos affaires. Fait que on a la spec, puis à l'intérieur de la spec, donc on peut voir différentes
affaires, le DNS config, le DNS policy, OK, host alias, on peut avoir host network, plein d'options. Nous autres, la partie importante, ça va être le container, qui va être un tableau de container. Donc, on a ici containers. Puis, à l'intérieur, on a un tableau de container. Quand on a un tableau de choses en YAML, le principe, c'est qu'on peut avoir comme plusieurs séries. Fait que, il pourrait ici avoir le premier container. Puis là, je pourrais écrire avec un tiret le deuxième container. OK? Puis comme décrire chacun de ceux-là avec des tirets entre chacun. Directement en dessous de la liste. Là, en ce moment, on en a juste un container. Fait qu'on va tout de suite commencer à juste écrire qu'est-ce que notre container a. Puis il n'y aura pas d'autres tirets sur cette lignée-là parce qu'on veut juste avoir un container dans ce template-là. Fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un container? Bon, on a des arguments pour le entry point, hein, si on avait besoin d'utiliser le CMD ou des choses comme ça. On a la commande, même principe. On a les variables d'environnement. Oh, ça, on va revenir à ça, hein, parce qu'on veut avoir ici des variables d'environnement utilisables. On a ensuite l'image. Oh, le nom de l'image de Docker. Ça sonne comme important. Là. Fait que ici, on va aller chercher l'image. Puis, quelle image on veut? On veut MySQL 5.7. Good stuff. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a besoin d'un nom. OK. Fait que ici, on peut y aller avec le name. Fait qu'on peut y aller avec ça. Juste pour y donner un nom quelconque. Là, puis pour voir qu'il n'y a pas nulle part d'autre ce qui s'est marqué container, puis c'est pas grave. C'est juste pour donner un nom à l'intérieur de Docker. Parfait. Bon, il y aurait des ports possibles, mais ici, il n'y a pas de lien avec le port direct. Donnez-moi juste un petit instant. Donc, on était rendu de parler des ports. Donc, le principe d'exposition des ports ne change pas grand-chose dans Kubernetes. Okay? Donc, ça va être pour de l'information qui est intéressante, là, mais on n'a pas vraiment besoin de le mettre parce que par défaut, à l'intérieur du même node, tout est capable de communiquer. Puis après ça, ça va être avec les services qu'on va pouvoir donner des meilleurs noms. Donc, ici, ça le dit, là, c'est primairement informationnel. Il n'y a pas rien de spécial qui va arriver quand tu vas faire ça. Fait que nous autres, on avait fait le nom, on avait fait l'image. Ici, le nom, il faut qu'il soit aligné. Puis, il va nous rester à mettre les variables d'environnement. Donc ici, on retourne dans nos variables d'environnement. Puis on peut voir ici, les variables d'environnement, c'est un array de variables d'environnement. Qu'est-ce qu'on a dans les variables d'environnement? On a un nom, une valeur. Fait que là, on a un tableau de name value à écrire. Fait que on va écrire le env. Cette affaire-là, c'est un tableau qui a à l'intérieur un name puis un value. Puis après ça, quand j'en ai un deuxième à écrire, ça va être un autre name, un autre value. Fait que là, le principe, c'est que je vais reprendre les informations qui sont ici, puis je vais pouvoir aller les écrire de cette manière-là. Fait que on en a besoin de 4. Et voilà. Donc, avec ça, on a rempli les informations des containers. Il y en a juste un d'affaires MySQL avec les éléments de base. Puis à partir de là, j'ai complété tout ce que j'avais besoin pour ma partie de déploiement. Donc, pour la partie de déploiement de MySQL, okay, on a dit, j'ai une affaire qui a besoin de MySQL Pods. Les MySQL Pods, c'est quoi? C'est un container qui contient une image de MySQL, okay, qui a les variables d'environnement suivantes.
Là, j'avais dit qu'il faut aussi avoir un service qui va être capable de gérer tout ça. Ben, quand on écrit des fichiers YAML pour Kubernetes, on est capable de mettre un fichier au-dessus de l'autre, hein, si les deux vont tout le temps être ensemble. Donc, on peut mettre ici juste 3 petits tirets, puis être capable d'aller écrire un deuxième fichier. Hein, parce que ce coup-là, ça va être pour un service. Fait ici, si on va, on a un service à écrire. Puis on peut voir ici, ce coup-là, le API version, c'est V1, puis le kind, ça devrait être service. Fait que on a API version V1, puis le kind, ça va être service. Fait que qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire avec le service? Encore une fois, metadata, spec. Ben, metadata, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? C'est un object metadata, ce qui est la même chose que tantôt. Fait qu'on pourrait avoir des labels, on pourrait avoir d'autres affaires. Là, ici, on va juste y donner un nom qu'on va pouvoir utiliser à d'autres endroits. Donc ça ici, ça va être la partie importante parce que ça va être le nom que notre service va avoir. Donc ça va être le nom DNS, hein, qu'on va pouvoir utiliser, le hostname qui va pouvoir être utilisé par WordPress plus tard. Parfait, fait qu'on a ça, puis là on veut avoir la spec. Mais ce coup-là, c'est pas une spec de déploiement, ça va être une spec de service. Fait qu'il faut se demander qu'est-ce qu'il y a dans la spec de service. Dans la spec de service, on peut voir qu'on a le cluster IP si on en veut un, mais par défaut, il va en avoir un qui va être généré automatiquement. On peut avoir des IP externes, d'external name, donc plein de possibilités. Nous autres, on veut juste travailler avec un port spécifique qu'il faut qu'il soit exposé. Donc, on peut facilement avoir ici le ports. Puis à l'intérieur du port, qu'est-ce qu'on a? On a un service port array. OK, cool. Qu'est-ce qu'on a dans le service port array? Bon, on a un nom, c'est pas très grave. Optionnel, là. OK. On a, dépendamment de quels éléments qu'on va avoir, si on veut que ce soit un node port, si on veut juste que ce soit un port qui soit exposé, le type de protocole, par défaut, c'est TCP. Donc, nous ici, on a à l'intérieur un tableau, hein, dans ports, là, ici, je vais revenir en arrière, là. On a un tableau de service ports. Donc, tableau, il faut que ça commence avec un petit tiret. Puis à l'intérieur, on en a juste un, nous autres, puis on veut que ce soit le port. Puis là, ici, si on regarde, là, le port de WordPress, c'est 3306. Fait qu'on va exposer ça pour être certain que ce soit une connexion. Là, je suis revenu dans la spec, hein, j'avais les ports, puis la deuxième information pertinente quand on travaille avec un service, ça va être le sélecteur. Parce que là, ici, je l'ai écrit dans le même service, je l'ai écrit dans le même fichier, pardon, mais il n'y a pas de lien direct entre ce que je viens d'écrire ici, puis ce que je viens d'écrire ici. Fait qu'en ce moment, j'ai juste un service qui dit, tu peux communiquer avec le port 3306, le nom c'est MySQL Service, mais comment je fais pour relier les services, puis dire... Quand c'est ce service-là, pour de vrai, votant dans ce pod-là, il faut utiliser un sélecteur. Okay? Donc, c'est lui qui va dire, prends le trafic qui est assigné à MySQL Service, puis fous-le dans tel pod. Fait que nous autres, on va se mettre un sélecteur. Puis, je veux savoir, c'est quoi qui va le sélectionner. C'est un objet qui va être les label keys. Bon, c'est quoi les labels du pod qu'on s'était donné? On s'était donné que ben, le pod, il allait avoir le app MySQL pod. Fait que c'est ici, ça sélectionne le bon pod qui va pouvoir recevoir les différents éléments du service MySQL Service. Fait que ça crée mon premier élément des deux que je vais pouvoir monter avec
ma ligne de commande avec mon apply et ainsi de suite. Fait que là, j'ai fait le premier des deux, qui est le DB. Il me reste à faire le WordPress. Ici, le dependent, c'est pas quelque chose que nous, on peut faire avec les pods, mais on peut faire le reste ici. Okay? Donc, le principe, c'est que ça va être encore une image, ça va être encore avec des variables d'environnement. Fait que, qu'est-ce qu'on a écrit ici, là? Ça va ressembler pas mal, là. Okay? Donc, on va s'en créer une autre, qu'on va l'appeler Cube WordPress Deploy. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en copiant qu'est-ce qu'on a fait. Hein? Puis on va juste changer, à la place d'être MySQL, on va juste l'appeler WordPress. C'est le pod. OK. Fait que tous les éléments de base restent pareils, c'est juste que c'est plus une DB, c'est WordPress. C'est plus MySQL, c'est WordPress. Donc, dans le container... Attends, on va le mettre ici, comme ça, on va... Dans le container, ben là, c'est plus MySQL 5.7, ça va être WordPress. Le nom, ça va être WordPress. Puis là, ici, les noms et les valeurs des choses. Je change un petit peu. Ça, hop. Tout WordPress anyway. Fait que les variables d'environnement sont juste changées. On a changé les noms. Puis avec ça, encore une fois, les ports, tu n'as pas besoin de l'écrire directement dans le container parce que ça ne change rien. Là, ce qui nous reste à faire, c'est d'avoir encore une fois, un deuxième type de fichier qui va être là pour le service. Mais là, ici, pour ce service-là, ça va être un petit peu différent parce que le premier, on avait juste besoin de dire tu peux communiquer à l'intérieur, c'est pas un problème. Là, le principe, c'est qu'il faut être capable de communiquer de l'extérieur. Ce qu'on avait vu, c'est qu'en ce moment, on veut comme percer à travers le node pour être capable de communiquer. Fait que nous autres, on avait vu que c'était le type Node Port qui va me permettre de faire ça. Donc, on veut faire un service de type Node Port qui va me permettre d'aller travailler avec le pod de WordPress qu'on est en train d'écrire. Fait que, on y va. On a le même début que l'autre. Fait que si on va le recopier, encore une fois, tout ça, ça reste pareil. Mais ce coup-là, on va l'appeler WordPress Service. Puis là, dans la spec, il faut aller voir comment travailler avec un Node Port. Fait que là, on revient ici, on est dans le service. OK. On avait... Bon, le sélecteur va encore être là, parce qu'il faut être capable de l'envoyer à notre app, qui est le WordPress pod. Mais là, pour les ports, ça va changer un petit peu. On a une série de ports. Si on retourne voir les ports, comment ça marche. Fait qu'ici, on peut avoir... OK. Ben, premièrement, dans notre spec principal, hein, donc en ce moment, on est dans le service spec, on peut avoir quelque chose qui s'appelle le type, qui va déterminer lequel. Par défaut, c'est cluster IP, mais nous autres, en ce moment, on veut Node Port. Donc ici, dans notre spec, on va se rajouter le type pour que ce soit Node Port, pour qu'on ait un accès direct après. Puis à partir de là, je peux aller voir comment travailler avec le port pour travailler avec ça. Puis là, ici, on peut voir qu'on a un Node Port ici. Là. Fait que le principe, c'est que je veux
travailler avec le port 80 du pod, puis moi, je veux le faire afficher sur un autre port quelconque. Fait que ici, je peux écrire le port que je veux, c'est 80. Par convention, on peut aussi mettre le target port, okay, donc celui qui va être accédé par le pod. Fait que ici, on peut aussi mettre le target port à 80. Puis finalement, on a besoin du node port qui, ça va être le port qui va être sur l'adresse externe du node. Là. Fait qu'ici, pour le node port, on prend quelque chose habituellement qui est dans un grand range. Là. Fait que mettons genre 30 080. Là. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que quand je vais setuper ça, je vais pouvoir communiquer avec mon node directement, puis passer par le port 30 080, puis ça va automatiquement parler à WordPress sur son port 80 à lui, puis lui va être capable de communiquer avec le MySQL, puis après ça, ben, je vais pouvoir avoir une page web qui me setup mon WordPress correctement. Et voilà. Fait que ça, c'est qu'est-ce que ça donne, les deux. Je vais vous les envoyer aussi sur le chat. Pour que vous puissiez les étudier par vous-même. Hop. Ça, encore une fois, la seule affaire qui n'a pas dedans, c'est le principe de volume, qui n'est pas encore là. Fait que la dernière chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut prendre des volumes puis être capable de les regarder, d'implémenter ça avec Kubernetes. Fait que pour être capable de regarder ça, on va aller, je vais vous envoyer un lien là, de la page pertinente qu'on va regarder aujourd'hui. Qui va nous permettre de gérer ça. Donc le principe, c'est quand on travaille à ce niveau-là, il va falloir avoir plusieurs éléments qui travaillent ensemble pour être capable d'avoir des volumes puis de la persistance à l'intérieur de nos applications dans Kubernetes. Fait que le premier principe, c'est qu'il va falloir avoir un premier élément okay, au niveau d'administration du node là, qui va être de réserver de l'espace pour avoir ce qu'on appelle un persistent volume. Fait que sur le node, on va essayer de le créer en rouge. Je suis très bon pour faire des rectangles. On réessaye. Ish. Whatever. OK. Donc, le principe ici, c'est que ça, c'est un lien vers un espace sur le disque là, que tu vas pouvoir dire on peut mettre du stock là-dedans. OK? Mais ça n'a pas de lien direct avec les pods, avec les déploiements. Le principe, c'est que quand on va travailler avec ce premier élément-là, on va avoir un deuxième élément qui va pouvoir se créer des blocs à l'intérieur de ça pour pouvoir comme dire dans le comme 3 TB qu'il y a de disponible, moi je vais pouvoir me créer ce qu'on appelle des Persistent Volume Claim. Fait qu'on va l'appeler PV hein, pour Persistent Volume, là, PV. OK, fait qu'une petite tranche juste pour moi. Puis là, finalement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un lien entre
notre pod et un PV claim. Donc, le principe, c'est que ça va se passer en 3 étapes. On va avoir le premier qui est la création d'un persistent volume. Fait qu'en gros, de se réserver un méga bloc de données sur ton ordinateur que tu fais juste une fois. Après ça, tu vas décrire des petits blocs qui vont pouvoir se positionner dans ce méga bloc-là, comme la grosseur de chacune de tes bases de données ou la grosseur de chacun de tes éléments. Puis une fois que tu as ces petits blocs-là, tu vas pouvoir les relier à tes pods pour être capable de dire, ben ce pod-là, il a besoin d'un bloc de cette grosseur-là. Puis après ça, lui, il va gérer s'il en manque ou s'il a besoin d'aller dans un autre node ou quoi que ce soit qu'on aurait besoin de faire. Fait que comment est-ce que ça se passe cette affaire-là? Ça se passe avec des fichiers de configuration en YAML. Donc, on va aller regarder c'est quoi les différents fichiers de configuration, de quoi ils ont de l'air pour chacune des étapes. Fait que, on peut voir ici, c'est une répétition de ce que j'ai dit, là. Donc, ça se passe en 3 étapes. On crée un persistent volume qui va être sur quelque chose de physique, donc il va avoir un lien physique là, sur les données de l'ordi. Après ça, on va avoir un persistent volume claim qui va automatiquement être assigné à l'intérieur d'un persistent volume. Fait que des persistent volumes, tu peux en avoir plusieurs, c'est pas grave. Puis on va voir aussi, ben, ultimement, les persistent volumes, c'est pas obligé d'être physique. OK? Donc, on peut, si on a suivi le cours d'info nuagique, aller voir comment utiliser les block storage des différents services d'info nuagique pour créer des persistent volumes qui sont in the cloud. Mais le principe, c'est que une fois que tu as différents types de persistent volume, tu vas avoir des claims qui vont dire j'ai besoin de tant d'espace qui va être utilisé par une application quelconque. Puis après ça, ben, tu lis ce claim-là avec un pod spécifique pour être capable de l'utiliser correctement. Fait que, comment ça marche? Bon, il nous faut un dossier quelconque qui va être la place qu'on a besoin d'utiliser. Puis la première étape, ça va être de créer un persistent volume. Fait que, encore une fois, même principe, on pourrait aller voir dans l'API. On a ici le persistent volume qui est quelque part. Je veux pas le claim, je veux juste le persistent volume lui-même. Fait qu'on a le persistent volume, on peut voir que lui a aussi un API version, un kind, des métadonnées, une spec. OK? Si je regarde sa spec à lui, je peux voir qu'il y a plein de choses à l'intérieur. Hein. Je peux voir des AWS Elastic Block Store. Oh, des Azure Disk. Oh. Si je regarde, je devrais avoir ici un GC Persistent Disk, Google Cloud Engine Persistent Disk. OK. Nous autres, si on regarde l'exemple qui nous est donné, on est moins fancy, puis on va juste utiliser un disque physique sur le host. Fait que je ne vais pas refaire tout l'exercice qu'on a fait. Le principe, c'est qu'il faut regarder qu'est-ce qui est intéressant à l'intérieur. Donc, on a l'API, on a le kind persistent volume. Dans les métadonnées, bon, on lui donne un nom. C'est ça qu'on va pouvoir utiliser plus tard pour être capable de dire « Hey, va sur ce disque-là, là, il y en a de disponibles là. » Puis, on a ici un type qui va être un local. Hein? Fait que ça veut dire que le persistent volume est directement sur le node, c'est pas dans l'info nuagique, quoi que ce soit d'autre. Fait qu'on peut voir ici, ça crée 10 gigaoctets, gigabytes qu'ils appellent, là. Ceux-là, c'est des fois 10 à la quelque chose, là. C'est l'unité internationale, là, pour être capable de pas se confondre là, entre gigabit puis gigabyte. Hein? Donc, des gigabytes, c'est la même chose que gigabyte en GB. Mais il faut faire attention à comment c'est écrit. Donc, cela, c'est bien le 1024 à la 3. On n'est pas des manufacturiers de disques durs qui font pas attention. Donc, 10 GB. On a un access mode, donc on peut faire un read-write. On pourrait juste être en read, on pourrait juste être en write. Puis après ça, il y a le hostpath qui va dire où c'est que
ça va être écrit. Fait que ça réserve le bloc pour être capable d'avoir des claims à l'intérieur de ce bloc-là. Fait que après ça, tu peux l'appliquer, tout ça, ça va se faire. Oui, Adam. Tu es muté. Oui. Vas-y. Est-ce que c'est juste moi qui ne l'entends pas? Non, j'entends. Ok. Ton micro ne semble pas fonctionner. Au pire, si tu veux taper ta question, je vais pouvoir y répondre à partir du chat. Il dit OK, ça veut dire qu'il est là, tout va bien. Quand tu vas écrire ta question, je vais y revenir. OK. Alors, ce pad, c'est le pad de la... C'est le pad de la machine où c'est le node est installé, ouais. C'est à partir de la racine, donc ça serait ici sur une machine Linux, là, où c'est que tu aurais mount data. Donc, à partir de la racine. Excellent. Donc, à partir de là, hein, tu peux avoir des persistent volumes qui vont être capables de travailler pour recevoir des persistent volume claims. Fait que le principe ici, c'est un claim, c'est une requête pour avoir un bloc connu d'une taille quelconque. Donc, le principe du claim, c'est d'être capable de dire, j'ai comme un pool de données, là, une taille maximum sur mon node ou sur Azure ou sur GCP. Puis à partir de ce méga bloc-là, moi, je peux me tailler des petites affaires qui vont être réservées pour une application spécifique. Fait que le claim, c'est un peu le même principe, un autre élément, donc persistent volume claim, on lui donne un nom, il dit que ça va être manuel, ok, read write once, puis on lui dit j'ai besoin de 3 gigabytes, qui est comme des gigabytes. Le principe ici, c'est que j'ai pas besoin de rien faire de spécial, ok. Lui va aller voir dans toutes les persistent volumes qui sont disponibles, puis il va l'assigner à un de la gang qui est directement disponible. OK? Donc, tant que c'est dans le même type de storage class name. Fait que lui, il va aller voir qu'il y en a un de disponible en ce moment qui a 10 GB, puis ici, j'en prends 3 de la shot. Fait que lui, il va être capable d'aller en chercher un bloc de 3 GB qui est disponible. Si j'avais comme 4-5 persistent volume de comme différents disques, mettons, là, qui seraient setupés, ben ça va aller en chercher un de la gang qui est disponible. Ensuite, donc on a le PV, puis après ça, on a le PV claim, hein, le claimé, qui est en fin de compte sur le volume qu'on a fait, puis ça fait combien de temps? Fait qu'une fois qu'on a tout fait ça, on a créé le persistent volume, on a créé le claim à l'intérieur, puis il faut relier ça à notre pod. Merci. Donc, le principe ici, c'est qu'à l'intérieur du pod ou du déploiement, hein, dans la spec du pod, hein, où c'est qu'on avait les containers, ben là, à ce point-là, il va falloir ajouter 2 informations. Donc, une première dans la spécification qui va nous dire c'est quoi les différents volumes qui vont être utilisés à l'intérieur des containers. Fait qu'on lui donne un nom, puis on lui dit pour PV Storage, va chercher de notre claim qu'on a fait précédemment. Fait que lui, il va aller chercher quelque chose qui a ce nom-là, qui lui est sur un persistent volume, puis il va dire j'y donne le task PV Storage pour être capable de travailler avec. Puis une fois qu'on a ça, dans le container, lui va avoir les volumes mounts. Hein, qui va dire, ben ça, à l'intérieur du container, cet emplacement-là, je veux que tu utilises le volume que je suis en train de setuper. Le volume que je suis en train de setuper qui part d'un persistent volume claim qui est basé sur un persistent volume d'un quelconque raisonnement. Fait que à partir de là, tu l'appliques, puis les informations qui sont dans le pod à cet emplacement-là devraient se retrouver
dans l'endroit que tu avais sélectionné autrement. Fait que ça fait en sorte que si à ce point-là, le pod il crash ou qu'il est updaté, il va réutiliser le claim qui a déjà qui s'était déjà fait, puis ça va se rebâtir, puis il n'y aura pas de problématique à revoir les mêmes données. Excellent. Fait que c'est pas mal ça pour la journée d'aujourd'hui. Est-ce que, avec les exemples qu'on a faits, est-ce que vous vous sentez mieux outillé, mieux préparé? Est-ce que ça débloque par rapport à qu'est-ce que je vous ai demandé faire pour la conversion de Docker Compose à YAML? Pour moi, ouais. Excellent. Ouais, J'ai comme... Vas-y. un peu, là, mais j'ai une question pour toi. Tu sais, ta documentation, puis tout sur tes metadatas et tout le kit, là. Mhm. Moi, j'ai juste réussi à trouver sur le déploiement, mais les autres, comment tu les as trouvés? Ben, ici, sur le site principal, tu peux toujours faire la recherche. Là. Fait que, mettons que je cherche service. Il y a toujours l'onglet principal, puis à l'intérieur, il y a toujours des exemples. Oui. Mais j'avais pas trouvé quand j'ai fait metadata là-dessus. Ben, le principe de metadata, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Là, il faut aller regarder, par exemple, la référence. Là, tu as raison, c'est un peu différent. Le principe, c'est que quand on est dans juste la référence, OK, là, c'est le gros menu avec toutes comme les grosses informations. Puis, à l'intérieur de là, tu peux aller sélectionner, bon, le type de fichier que tu es en train de faire. Puis, à l'intérieur, il y a metadata qui a toutes les options à l'intérieur que tu peux avoir. Fait que pour les metadatas, c'est pas, puisque c'est pas une catégorie principale, il n'y aurait effectivement pas de page directement dessus. Mais le principe, c'est que chacune des metadatas, tu peux aller le voir dans chacun. Fait que si je veux savoir c'est quoi les metadatas avec le déploiement, je peux chercher deployment. J'ai oublié. Non, j'ai pas oublié le T. Il avait juste pas écrit. Puis quand je vais regarder, oups, là, je passe à la dernière page. Oh, ben, tiens. Ici, même principe. Je peux aller voir qu'est-ce que lui il va mettre, tu sais. Puis quand je cherche pour service, je peux aller voir qu'est-ce que lui il va mettre dans ses métadonnées pour m'aider à trouver comme c'est quoi le requis minimum. Est-ce que ça répond à ta question, Frédéric? Ouais, c'est un peu perdu là-dedans, leur documentation, là. C'est comme vraiment pêle-mêle et pas... Ouais, non, c'est Ça ça. t'emmène Il y en d'un a bord beaucoup, à l'autre. mais c'est comme pas centralisé, là. Il y a pas... c'est pas la meilleure documentation que j'ai vue. Toi, Julien, t'avais... Vraiment pas. Ah non, ben moi, quoi là? Je fais une erreur chaque fois sur le Redmine. Mhm. Et je sais pas, il est pas ready. Il est jamais ready. Mais je vais rechecker ça. Excellent.